Madame, ceci est une zone militaire interdite, éloignez-vous du véhicule. Hélène Monroe se glissa sous la vieille camionnette, la sueur perlant sur son front, les bras maculés de graisse alors qu'elle luttait avec un tuyau récalcitrant. Je serais parti en 10 minutes, rétorqua-t-elle d'une voix ferme. Ce n'est pas à toi de décider. Un jeune soldat se mit au garde à vous. Appelez une dépanneuse, tout de suite. À cet instant, un SUV noir s'arrêta net. Ses vitres teintées s'ouvrirent et un général 4 étoiles en sortit. Il aperçut le tatouage sur l'épaule gauche d'Hélène, un crâne enfermé dans un bouclier abîmé et se figea. Puis, avec une précision impeccable, il salua. À cet instant, tous les spectateurs comprirent qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'extraordinaire. Bienvenue sur Grateful Stories, où des histoires de compassion et de courage sont révélées. Découvrons ce qui s'est réellement passé. L'autoroute à 2 voies traversait le cœur de la Caroline du Nord telle une vieille cicatrice effacée. De chaque côté, des bottes de foin doré ondulaient doucement dans la brise, et le soleil de fin d'été dansait sur le pare-brise fissuré de la camionnette usée par le temps d'Hélène. Au volant, les manches retroussées d'Hélène et ses lunettes de soleil bon marché, dignes d'une station-service, ne trahissaient ni la fatigue ni la défaite. Sa prise sur le volant était ferme, mais son regard trahissait une autre réalité, celle d'une détermination tranquille née des épreuves. Appuyée contre le tableau de bord, appuyée sur une vieille boussole, se trouvait une photographie noire et blanc froissée. Elle montrait 2 jeunes femmes en tenue de combat, fusil en bandoulière sur leurs épaules poussiéreuses, le visage illuminé d'un sourire provocateur. L'une était Hélène, plus jeune de plusieurs décennies, l'autre, Rachel Dawson. « Je t'avais dit que je t'emmènerais jusqu'au bout », murmura Hélène, un doux sourire tirant ses lèvres. La route bourdonnait sous ses pneus, pas de radio, pas de GPS, seulement le grondement régulier du moteur et le léger cliquetis des outils dans le coffre. Et puis, un souvenir soudain lui revint, la terre brûlante, l'odeur âcre de la poudre mêlée au diesel, la voix affolée de Rachel grésillant dans une radio endommagée, et le bruit terrifiant des balles fendant le métal. Le silence s'ensuivit, un silence si absolu qu'il lui pressait les tympans. Rachel, avait-elle crié, le cœur battant. Le visage pâle de Rachel était apparu à ses côtés, une main sur l'épaule d'Hélène. « Si je n'y arrive pas, » avait-elle murmuré, « promets-moi de ne pas rester à la maison à boire du vin en bouteille et à regarder la télévision. » Hélène avait tenté de rire, mais Rachel serrait les bras si fort qu'elle sentait ses os se serrer. « Je suis sérieuse, dit-elle. Portez cette photo à travers le pays, dans chaque État, dans chaque ville. Montrez aux gens pourquoi nous nous sommes battus. Apprenez-leur ce que coûte vraiment la liberté. L'hélicoptère n'est jamais arrivé à temps. » Rachel est restée sur place, couvrant leur fuite. Hélène n'a jamais pardonné à la guerre d'avoir emmené son amie ni à la guerre, ni à elle-même. Un panneau routier a clignoté, Fort Liberty Miles, 5 miles. Hélène cligna des yeux, se recentrant. Le soleil s'était couché, enflammant l'asphalte d'or en fusion. Puis la camionnette toussa encore, et se tut. « Allez, ma chérie », murmura Hélène en tapotant le volant pour l'encourager. Elle a dérivé sur une étroite route de service, le gravier crissant sous ses pneus, et a finalement réussi à s'arrêter juste au-delà d'une clôture grillagée décolorée marquant le périmètre de la base. Hélène expira, la main posée sur le volant. « Eh bien, regardez ça. Un arrêt imprévu. » Elle sortit dans l'air étouffant, le gravier crissant sous ses bottes. Son débardeur lui collait au dos, trempé de sueur et de graisse. Une odeur de terre brûlée et de kérosène lointain flottait lourdement. Quelque part au-delà des arbres, elle entendit l'écho rythmé des bottes sur le trottoir. S'approchant du capot, elle ouvrit le loquet. De la vapeur s'échappa du radiateur. Hélène s'essuya les mains sur son jean, puis s'agenouilla sur le gravier brûlant et se glissa sous le véhicule. Les outils cliquetaient doucement tandis qu'elle travaillait. Pour n'importe quel passant, elle aurait pu ressembler à une simple mécanicienne têtue, mais sous la bretelle de son débardeur se cachait en partie un tatouage que peu de gens pourraient oublier, un étalon noir cabré à l'intérieur d'un bouclier argenté usé, flanqué de braises et gravé Fanto 7, l'unité fantôme qui n'a officiellement jamais existé. Elle essuya la sueur de ses tempes. La camionnette était vieille, mais pas abîmée, elle exigeait simplement de la patience, et Hélène en avait à revendre. Elle ne remarqua le humvé beige que lorsque ses pneus raclèrent le gravier derrière elle. 3 soldats en sortirent, l'un serrant un presse-papier, un autre portant des lunettes d'aviateur surdimensionnées, le troisième déjà renfrogné. « Madame », appela le plus grand soldat, « c'est une zone interdite. Vous ne pouvez pas vous garer ici. » Hélène continua de serrer un boulon, sans rien dévoiler.
Finalement, le boulon céda et elle jeta la clé. Elle se glissa hors de la camionnette en s'essuyant les mains sur son jean. Une casquette délavée ombrageait son visage, son expression était calme mais résolue. « Je ne suis pas garé, dit-elle doucement. Je suis en panne. » Le soldat aboya, c'est une propriété fédérale, à l'extérieur de la clôture. Il faut appeler une dépanneuse. Déplacez le véhicule immédiatement. Je vais le réparer, répondit Hélène d'un ton neutre. On ne peut pas le permettre, a-t-il insisté. Vous êtes trop près du périmètre. Un troisième soldat actionna sa radio. Je peux appeler la sécurité de la base. Hélène pencha la tête, les yeux plissés. Je ne dérange personne. Je serai parti dans 15 minutes. Le professionnalisme du soldat était glacial, pire que n'importe quel cri. Hélène s'avança vers sa camionnette, refusant de discuter avec des adolescents en uniforme, lorsque le gravier grinça à nouveau. Un SUV noir arriva, ses plaques militaires scintillantes. Les jeunes soldats se mirent au garde-à-vous lorsqu'un homme plus âgé, aux tempes grises et au col étoilé, apparut. « Y a-t-il un problème ici » demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Le soldat à presse-papier se mit au garde-à-vous. « Monsieur, juste une intrusion dans le périmètre. » Le regard du général se porta sur la camionnette, puis sur l'épaule d'Hélène, et s'arrêta net. Son visage le reconnut. Il leva la main en un salut sec, précis et respectueux. Les jeunes soldats le fixèrent, stupéfaits. Hélène se figea, stupéfaite, puis rendit lentement le salut. Le général s'avança. « Madame, dit-il doucement, êtes-vous avec Fantôme 7 ?» Hélène haussa un sourcil. « C'est vrai, répondit-elle. »« Monroe, dit-il, les yeux brillants. »« Eh, n'était-ce pas à Castrel que tu étais ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je me souviens que tu as sorti 2 de nos hommes des décombres et que tu as appelé ce drone pour nous protéger lors de l'effondrement de la crête. » Le regard d'Hélène se reporta sur le soleil couchant, dorant l'horizon. La camionnette toussa une dernière fois, puis, comme encouragée par sa présence sous les étoiles, elle reprit vie. Un crachotement du moteur, puis le silence. « Non, non, pas maintenant, allez, ma puce, murmura Hélène en tapotant le volant comme pour relancer la camionnette. Elle s'engagea sur une étroite voie de service, le gravier crissant sous ses pneus, jusqu'à ce que le vieux camion-caisse s'immobilise dans une légère dépression, juste après une clôture grillagée défraîchie, en bordure de la base. Hélène laissa échapper un long soupir, la main toujours posée sur le volant. Eh bien, pensa-t-elle, ça aurait pu être une pause inattendue. Elle sortit dans la chaleur torride, le gravier mordant ses bottes. Son débardeur lui collait au corps, trempé de sueur et d'effort, et l'air transportait une odeur de terre brûlée par le soleil et de pétrole lointain. Quelque part, au-delà des arbres, elle entendait le faible écho des bottes sur le trottoir. Elle se dirigea vers l'avant de la camionnette, releva le capot et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un filet de vapeur s'échappait du radiateur. Avec un soupir, elle sortit le chiffon de sa poche arrière et s'essuya les mains, puis se glissa sous le véhicule. Un genou enfoncé dans le gravier brûlant, ses bras disparurent sous le moteur tandis que ses outils cliquetaient doucement dans le calme matinal. Aux yeux de n'importe quel passant, elle aurait pu ressembler à une mécanicienne déterminée, ou simplement à quelqu'un de trop têtu pour abandonner un vieux moteur récalcitrant. Mais, à moitié caché par la sangle de son réservoir, un étalon noir se cabrait à l'intérieur d'un bouclier argenté usé, dont les flancs et les flammes marquaient l'emblème du Fantôme 7. Une unité secrète officielle ou dont les missions étaient enfouies dans des dossiers confidentiels vivait sur sa peau, non pas comme une fierté, mais comme un souvenir. Hélène ne remarqua pas le crissement sourd des pneus jusqu'à ce qu'un UMV beige arrive derrière elle. 3 soldats en descendirent, l'un serrant un presse-papier, un autre avec des lunettes d'aviateur surdimensionnées, le troisième fronçant déjà les sourcils. « Madame » appela le plus grand, « c'est une zone interdite. Vous ne pouvez pas vous garer ici. » Elle ne leva pas les yeux. Sa clé à douille tourna lentement jusqu'à ce que le boulon cède. Elle la posa, s'essuya les mains sur son jean et sortit de sous la camionnette, sa casquette enfoncée sur ses cheveux trempés de sueur. « Je ne suis pas garé, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je suis tombé en panne. » Le soldat à pince insista, c'est une propriété fédérale, à l'extérieur de la clôture. Aucun des 2 hommes ne sourit ou il n'en avait pas besoin. Reconnaître ne nécessitait pas toujours de bruit. Leur commandant s'avança, la voix basse mais ferme, laissez-la tranquille. Elle doit être secourue. Appelez un mécanicien.
Hélène expira, soulageant légèrement sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à la photo sur son tableau de bord, les yeux de Rachel souriaient toujours, comme toujours. On a pris la bonne route aujourd'hui, murmura-t-elle. De retour sous le capot, ses mains s'enfoncèrent dans les entrailles du moteur, ses manches retroussées au-dessus de ses coudes, ses poignets maculés de graisse. Elle marmonna des jurons, des encouragements, la clé à molette glissant une fois avec un bruit métallique contre le collecteur. « Ma vieille, tais-toi » la cajolatait-elle, « tu ne vas pas mourir ici. » Une goutte de sueur perla sur ses tempes tandis que l'air miroitait sur l'asphalte. Alors qu'elle tendait le bras pour resserrer un collier de serrage fuyant, son bras gauche émergea sous le châssis et il était là, écrit à l'encre noire et épaisse, un crâne dans un bouclier argenté, des fusils croisés et des ailes subtiles en dessous. La marque du Phantom 7. Rares étaient ceux qui la portaient, et la plupart l'emportaient dans la tombe. Hélène n'avait ni affiché ni caché la sienne, elle faisait simplement partie d'elle, comme la cicatrice derrière son genou droit ou le silence qu'elle portait. Non loin de là, les portes du Humvee s'ouvrirent à nouveau, les bottes crissant sur le gravier, les voix s'élevant. « Vous ne pouvez pas être ici » aboya un soldat. Hélène poussa un soupir sans s'arrêter. « Je ne cherche pas à être ici » dit-elle d'une voix ferme. « Je répare juste la camionnette. » Une autre voix lança, dépanneuse, « C'est le protocole. » Circulez. Hélène sortit de sous le pare-choc avant en s'essuyant le visage du revers de la main, son tatouage luisant au soleil. « Je te l'ai dit » dit-elle doucement, « répare-le d'abord, après je m'en vais. » Le plus grand soldat s'avança, le casque baissé, la mâchoire serrée, comme s'il était toujours prêt à donner des ordres. « C'est le périmètre extérieur de Fort Liberty. Vous n'avez aucune autorité. » Il s'arrêta, son regard attiré par son épaule. Il plissa les yeux, puis se pencha en avant, les autres suivant son regard, perplexes. Il avait à peine l'air d'un enfant ou peut-être 22 ans, mais là, il voyait une histoire qu'il ignorait et pourtant respectait d'instinct. Hélène soutint leur regard sans malice. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, » dit-elle. « Je tiens juste une promesse. » Soudain, les pneus crissèrent plus doucement, le SUV noir s'immobilisa silencieusement. La portière s'ouvrit et le général Marcus Eward en sortit, seul, portant le poids de décennies de sa posture. Il observa la scène, 3 jeunes soldats rigides, une femme tachée de graisse sous un camion, et soudain il vit ce qu'il avait vu, le tatouage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent l'espace d'une seconde, puis sa mâchoire se serra, et il porta la main droite à sa tempe dans un salut parfait et silencieux. Les soldats se raidirent, hésitant entre obéir aux ordres ou l'imiter. Hélène cligna des yeux, puis se releva lentement, redressant le dos, s'essuyant les paumes sur son jean tandis qu'elle croisait son regard fixe. « Vous le reconnaissez » demanda-t-elle. Sa voix, calme, répondit, « J'ai servi dans la compagnie Bravo en 2010, à la base Castrel. J'ai entendu les histoires. Vous étiez là quand Crest Tree s'est effondré. » Il hocha la tête. « Vous avez sorti 2 de mes hommes des décombres. » Hélène baissa les yeux un instant. « Je pensais que personne ne s'en souvenait. » « Certaines choses ne disparaissent pas, » a-t-il déclaré. Les soldats restèrent immobiles, non pas par peur, mais par admiration. Ils comprirent désormais qu'elle n'était pas une simple mécanicienne en détresse. C'était une légende vivante dont on murmurait le nom dans les couloirs de la caserne. Le général s'avança sans demander son nom. Il le savait déjà. « Hélène Monroe » dit-il à voix basse, « Phantom 7, Opération Firehook, Opération Dustgate et la côte. » Il prononça ce nom comme une prière. Hélène hocha simplement la tête, son tatouage sur le bras brillant encore plus sous le soleil. « Je ne suis pas venue ici pour attirer l'attention, » dit-elle doucement. « Je ne fais que passer. »« Je sais, » répondit-il. « Mais si vous me le permettez, j'aimerais vous proposer mon aide. » Elle jeta un coup d'œil à la camionnette, puis à lui. « Je ne dirai pas non à un mécanicien qui sait vraiment ce qu'il fait. » Il s'autorisa un petit sourire avant de se tourner vers les soldats. « Caporal, » dit-il à celui qui serrait le presse-papier, « appelez quelqu'un du parc automobile, tout de suite. »« Oui, monsieur » balbutia le jeune soldat en se précipitant vers la radio. Les 2 autres restèrent parfaitement immobiles, les yeux rivés sur Hélène. L'un d'eux murmura, « Madame, je ne savais pas. »« Ce n'est rien » murmura Hélène en passant entre eux. « Tu n'étais pas censé savoir. » Le général fit un geste vers le SUV garé. « Si tu veux attendre au frais, on a la climatisation. » Hélène pencha la tête. « Je suis bien ici, »
j'aime regarder le travail. Il rit. Certaines choses ne changent jamais. Quelques minutes plus tard, un mécanicien de la base arriva. Il était plus âgé que les soldats, la quarantaine, les manches retroussées et les mains tachées par le temps et l'huile. Il ne dit pas un mot, adressant à Hélène un signe de tête respectueux mi-question, mi-salut avant d'ouvrir le capot. Les soldats hésitaient, hésitant entre rester et saluer à nouveau. Hélène s'appuya contre le flanc de sa camionnette, les bras croisés, le soleil dansait sur les chromes, et l'espace d'un instant, elle parut intemporelle ni jeune ni vieille, taillée dans une matière plus dure que le temps lui-même. Le général Heyward se tenait à ses côtés. « Vous savez, dit-il, je croyais que la compagnie fantôme n'était qu'un mythe. Nous avons aimé ça comme ça, a-t-elle répondu. Il continua, j'avais un ami qui jurait que vous aviez tous traversé le feu sans broncher. Hélène laissa échapper un petit rire. On l'a fait plein de fois, on n'a jamais arrêté. Il baissa les yeux, puis les releva. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi traverser le pays? Hélène fouilla dans la camionnette et en sortit une photo. Elle la lui tendit, deux femmes en tenue de combat poussiéreuse, souriant comme si elles n'avaient rien à perdre. C'était ma meilleure amie, dit Hélène doucement. Rachel Dawson. Les yeux de Heyward parcoururent l'image avant de s'arrêter. Je me souviens avoir entendu son nom. Elle n'est pas revenue, ajouta doucement Hélène. Avant sa dernière mission, elle m'a fait promettre de porter sa photo dans chaque État, pour apprendre à quoi ressemble la liberté. Heyward lui rendit la photo à deux mains, comme s'il lui tendait un drapeau plié. C'est une promesse puissante. Hélène la posa sur le tableau de bord. Je n'étais pas prête à la garder à l'époque, mais maintenant, si. Ils se turent, écoutant le mécanicien sous le capot. On dirait qu'elle va démarrer, cria-t-il. Il me faut juste un nouveau collier de serrage et quelqu'un qui serre vraiment les boulons. Hélène s'autorisa un petit sourire. Je l'ai desserré pour toi. Des rires brisèrent la tension et même les soldats se détendirent. Le général se tourna vers elle une dernière fois. Avant de partir, veux-tu rester un peu? Hélène haussa un sourcil. Il continua, nous avons une salle de briefing. J'aimerais que mes hommes entendent quelqu'un qui comprend vraiment le sacrifice. Hélène marqua une pause, observant la base derrière lui, les clôtures, les baraquements au loin, le léger cadencement des pas portés par la brise. Puis elle regarda à nouveau la photo, le sourire de Rachel aussi éclatant qu'au premier jour. Je resterai, dit-elle finalement, mais sans cérémonie. Je te le promets, répondit Heyward, ce ne sont que des soldats qui écoutent. Elle hocha la tête, puis franchit la porte ouverte. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus comme une passante, elle se sentait invitée, non pas à la guerre, mais chez elle. La salle de réunion était simple, pas de drapeau, pas de banderole, pas de caméra, juste des rangées de chaises pliantes, un podium usé par les intempéries et quelques ventilateurs de plafond fatigués bourdonnant au-dessus de nos têtes. Hélène se tenait au fond, les bras croisés, regardant entrer les soldats au visage frais. Leurs uniformes étaient impeccables, leurs bottes étincelantes, mais dans leurs yeux brûlait désormais quelque chose de plus profond, un respect mêlé de curiosité discrète. Fidèle à sa parole, le général Heyward ne fit pas de discours. Seuls ceux qui souhaitaient être présents étaient venus, quelques sous-officiers supérieurs se tenaient sur les côtés, les bras croisés comme des statues. Heyward prit le micro. Il n'avait pas besoin de texte. Nous passons beaucoup de temps ici à parler de tactique, d'exercice, de cycle de déploiement, commença-t-il. Mais aujourd'hui, vous entendrez quelque chose de différent. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Hélène près de la porte. Elle ne le dira pas, mais c'est grâce à elle que certains d'entre nous respirent aujourd'hui. Elle a servi dans une unité qui, officiellement, n'a jamais existé, la compagnie Fantôme 7. Un murmure parcourut la pièce, les têtes se tournèrent, des murmures fusèrent. Un jeune soldat se pencha en avant. Je croyais que c'était juste un nom de code dans ce vieux livre de la Delta Force. Heyward poursuivit, valet de Jalray, 2006. Il laissa le nom en suspens. J'étais stationné à proximité en reconnaissance. La compagnie Fantôme 7 est intervenue en sachant que les chances étaient contre elle. Ils ne se sont pas contentés de recueillir des renseignements ou de frapper les lignes ennemies, ils ont secouru 32 soldats américains pris au piège dans une embuscade coordonnée. Un sergent, posté contre le mur, baissa la tête, la mâchoire serrée. Ils étaient en infériorité numérique, isolés, mais ils tinrent bon. Hélène s'avança lentement, les yeux baissés.
Elle s'arrêta près du podium, le bout des doigts posé sur son bord. Un silence complet s'abattit sur la salle. « Vous voulez l'histoire » demanda-t-elle d'une voix basse mais claire. « D'accord. » Elle déplaça la bretelle de son débardeur, révélant son tatouage. Certains haltèrent, d'autres se contentèrent de le fixer. On nous a largués par hélicoptère sur la crête à l'est de Jalré. Pas de soutien aérien. Pas de renfort. Juste des ordres. Les positions des talibans se sont déployées comme un piège, avec des snipers et des radios. Elle marqua une pause, déglutissant. On a perdu notre premier homme dès la première heure, Ramirez, en train de marcher sur une plaque de pression dans un virage. Sa main tremblait à son côté. Les soldats étouffaient des sanglots, Hélène gardait son sérieux. Nous avons atteint le fond de la vallée à la tombée de la nuit, et la balise s'est allumée. Nous savions que ce n'était pas à nous, c'était un leurre. La pièce était complètement silencieuse. « Avez-vous déjà entendu 30 coups de feu en même temps dans le noir » demanda-t-elle doucement. « Ce ne sont pas des coups de feu, c'est le tonnerre qui vous déchire la poitrine. » Derrière elle, le projecteur clignotait, affichant une image satellite granuleuse de la vallée. Hélène ne se retourna pas pour regarder, elle n'en avait pas besoin. Il nous avait bloqués de 3 côtés. Un hélicoptère d'évacuation sanitaire s'est écrasé juste au sud de la crête. Personne d'autre n'arrivait, alors nous sommes partis. Elle regarda les jeunes soldats devant elle, les épaules droites. Nous n'avons rien fait d'héroïque. Nous avons juste avancé parce qu'il le fallait. Nous avons effectué un tir de suppression. Rachel a ouvert la marche. Nous avons atteint le lieu du crash et extrait les survivants. Elle a couvert notre flanc pendant que je traînais un aviateur blessé sur une 50aine de mètres en amont. Elle n'était pas censée être à la radio, mais elle n'arrêtait pas de me le répéter, ne réfléchis pas, rampe. Sa voix s'est brisée brièvement, elle a marqué une pause, puis a poursuivi. Le dernier hélicoptère d'évacuation ne pouvait pas attendre, il n'y avait qu'un seul siège. J'ai porté le dernier survivant et je l'ai attaché à la ligne. J'ai dit à Rachel de rester derrière moi. Elle a secoué la tête et m'a dit, tu me dois un voyage. Hélène, ne gâche pas tout. Une larme a coulé sur sa joue, intacte. J'ai attrapé le câble et nous sommes restés en arrière, tirant jusqu'à ce que nous soyons hors de portée. Le projecteur s'éteignit. Un silence s'abattit, ininterrompu. Un jeune caporal, devant, s'éclaircit la gorge. Pourquoi n'en a-t-on jamais entendu parler? Hélène haussa les épaules. Parce que la mission était confidentielle. Parce qu'une fois de retour, le monde a repris son cours. Parce que les gens comme Rachel n'ont jamais reçu de médaille, ils ont été enterrés. Une autre voix, plus douce cette fois, pourquoi n'as-tu jamais demandé de reconnaissance? Hélène baissa les yeux sur ses bottes, puis leva les yeux. On ne l'a pas fait pour ça. Elle balaya la pièce d'un regard ferme. On l'a fait pour la personne à côté de nous. C'est ça, notre seule raison de nous battre. Le général Eward s'approcha d'elle. Il attendit un instant, puis dit d'une voix calme, je l'entends encore sur les radios. Je ne connaissais pas son nom, maintenant je le connais. Hélène secoua la tête, elle aurait aimé cela. Ils laissèrent le silence s'installer, respirant son poids, jusqu'à ce que Eward frappe une fois dans ses mains. Je veux que chaque soldat ici se souvienne d'aujourd'hui, commença-t-il d'une voix ferme. Ce que vous avez entendu ne figure dans aucun manuel ni vidéo d'entraînement. C'est la vérité, et c'est désormais notre responsabilité. Il se tourna vers Hélène. Si tu veux bien, nous aimerions que tu reviennes, que tu nous parles à nouveau, que tu t'entraînes avec nous, que tu nous rappelles ce qu'est vraiment le courage. Hélène ne répondit pas tout de suite, mais son regard indiquait qu'elle ne refusait pas. Dehors, le ciel changeait, le soleil, plongeant derrière la cime des arbres, projetait une douce lueur dorée sur la cour. Tandis que les soldats se dispersaient, certains s'arrêtèrent pour lui serrer la main, d'autres acquiescèrent doucement. Un à un, ils emportèrent avec eux quelque chose d'invisible, plus lourd que leur équipement et infiniment plus précieux. Plus tard, dans le couloir juste à côté de la salle de briefing, Eward se tenait aux côtés d'Hélène. Il tenait une petite boîte usée à la main et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une pièce d'argent gravée d'une étoile à 5 branches et des mots, pour l'honneur, pour le silence. Il la plaça dans sa paume. Ce n'est pas grand-chose, dit-il. Hélène referma ses doigts sur la pièce. Je la garde, répondit-elle doucement, pas pour moi, mais pour Rachel. Eward inclina la tête. Tu as encore un long chemin à parcourir, Hélène.
Elle jeta un coup d'œil dans le couloir vers la sortie et sa camionnette qui l'attendait. Il me reste 51 kilomètres, dit-elle. Il sourit. Bon voyage, Phantom 7. Elle esquissa un demi-sourire. Phantom 7 est parti, mais le voyage d'Hélène Monroe ne fait que commencer. De l'extérieur, la camionnette paraissait presque neuve, polie, nettoyée, son moteur ronronnant comme s'il renaissait. Quelqu'un avait remplacé les courroies, changé l'huile, et même réparé une bosse qu'elle n'avait pas remarquée depuis des années. Dans la boîte à gants, une enveloppe scellée l'attendait, contenant une carte indiquant les stations-service, les musées militaires et les routes panoramiques. En dessous, une note manuscrite disait « Vous n'êtes pas seul sur cette route. Continuez. Motorpool, Fort Liberty. » Hélène secoua la tête avec un léger rire. « Ils ont toujours eu une meilleure logistique que nous, murmura-t-elle. L'air matinal était vif et vivifiant, le genre de silence qui fait croire au nouveau départ. Elle sirota le café noir que Mara Dumais lui avait offert, sans sucre, comme Rachel le buvait autrefois. La base avait changé du jour au lendemain, non pas ses bâtiments ni ses clôtures, mais son esprit. Elle le sentait dans la posture des jeunes soldats, dans leur façon de se déplacer, désormais avec un peu plus de réflexion, de conscience. Le général Eward la trouva près du mât, lui faisant un signe de tête vers le terrain de parade. « Pourriez-vous leur parler ?» Hélène hésita. « Je n'aime pas la foule. » Il sourit doucement. La plupart des héros ne le sont pas. Quelques minutes plus tard, un seul micro était posé au bord de l'herbe. Des rangs de soldats se formaient, debout, à l'aise, certains les mains jointes dans le dos, d'autres parfaitement immobiles sous le soleil de fin de matinée. Pas de podium, pas de texte, juste Hélène qui s'avançait. La brise caressait le bas de sa chemise, effleurant le vieux tatouage sur son épaule. Elle s'éclaircit la gorge et regarda les visages qui se présentaient à elle. « Je ne suis pas là pour vous dire comment servir », commença-t-elle d'une voix ferme. « La plupart d'entre vous le savent déjà mieux que moi. Mais je vais vous dire ce que j'ai appris d'un ami qui n'est pas revenu. » Elle jeta un coup d'œil à sa camionnette garée derrière elle, la photo de Rachel toujours accrochée au tableau de bord. « La liberté ne se trouve pas dans les grands discours ni dans les défilés, poursuivit-elle. Elle est dans les petits moments, dans l'espace entre le chaos et le calme, dans ces secondes que quelqu'un vous offre en prenant une balle qui vous était destinée. » Le champ était silencieux, même les oiseaux semblaient s'arrêter. « La liberté, dit-elle, c'est quand quelqu'un se dresse entre vous et le danger et vous dit « Vas-y. Je m'en occupe. » Elle ne réside pas dans les manuels ou les cérémonies, mais dans le sacrifice. Sa voix tremblait, mais elle tint bon. C'est chez des gens comme Rachel Dawson. Elle m'a donné le reste de ma vie, et je passe la mienne à essayer de comprendre ce que cela signifie vraiment. Elle s'éloigna du micro sans attendre les applaudissements, elle n'en avait pas besoin. Les soldats se levèrent à l'unisson, du plus jeune au sergent aguerri planté tout au fond, leurs bottes résonnaient contre le sol, tissant un silence chargé de respect. Hélène posa la main sur son cœur et inclina légèrement la tête. Cela suffisait amplement. Plus tard dans la journée, quand le soleil déclinait derrière les arbres, elle chargea la camionnette pour le départ. Le général Eward l'accompagna jusqu'à la porte du hangar. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rester un peu plus longtemps » demanda-t-il, les sourcils levés. Hélène sourit doucement. « Si je reste trop longtemps, je risque d'oublier la conduite manuelle. » Il éclata de rire, un rire clair qui heurta soudainement la gravité de l'instant, puis son visage reprit son sérieux. « Tu as changé quelque chose. » Elle campa son regard sur la route qui s'étendait devant elle, baignée de lumière orangée. « Peut-être. Mais je crois qu'ils ont changé quelque chose en moi, aussi. » Elle s'installa au volant. Le moteur rugit, vibrant sous ses mains. Sur le tableau de bord apparut la photo de Rachel, dressée au garde à vous. Hélène la tapota du bout des doigts. « Toujours avec moi » murmura-t-elle, la voix tendue d'émotion. À la porte de sortie, un jeune garde solitaire leva la main non pas pour un salut militaire classique, mais pour rendre hommage à la compagnie fantôme, 2 doigts portés à la tempe, puis un tapotement sur la poitrine. Le souffle d'Hélène se coupa. Elle lui rendit son geste, lentement, avec une fermeté nouvelle. Et, en un instant, elle se retrouva sur l'autoroute. Les bornes kilométriques défilaient, écho rassurant sur l'asphalte. Les vitres baissées laissaient passer le vent frais, assez puissant pour soulager le poids sur sa poitrine, mais pas assez pour emporter les souvenirs ni la voix de Rachel. Hélène jeta un œil à la carte posée sur le siège passager, prochain arrêt, Knoxville, Tennessee. Elle ne savait pas ce qu'elle y trouverait,
Mais c'était secondaire, ce n'était pas une mission, c'était une promesse. Une promesse qu'elle comptait tenir. La nuit tombait doucement, drapant le ciel comme une vieille couverture. Les étoiles s'allumaient tandis que la route s'égarait sous un tunnel d'arbres. Hélène alluma les phares, baissa un peu plus la vitre. La brise fraîche l'enveloppa d'une paix inattendue. Dans son rétroviseur, Fort Liberty s'enfonçait dans l'obscurité, mais son esprit retenait encore le salut silencieux de ces jeunes soldats. Pour la première fois, elle se sentit vraiment vue, pas placée sur un piédestal, pas ignorée, mais simplement reconnue. Une voix douce résonna dans son esprit, « Hélène ?» Elle sourit, les yeux embués. Sa main se posa sur la photo. « Je continue, Rash. Je verrai tout ça pour nous deux. » Sur ces mots, elle appuya sur l'accélérateur. La camionnette s'engagea dans la nuit, prête à écrire le chapitre suivant, la véritable liberté.